vient de la région de Tokyo, banlieue de Tokyo, qui s'appelle Gunma, entourée de rizières. Et notamment, il y a pas mal de champs de bambou autour de chez mes parents. Comme il y a énormément de tremblements de terre, on sort de la maison et on se retrouve justement dans la voie de bambou parce qu'il y a des racines qui tiennent la terre très très solidement. Donc c'est relativement sécurisant. Muto Naomi と申します。ラディックスの振付家としてローランと一緒に今までお仕事してきました。Ce qui m'a beaucoup impressionné, et là, et je l'ai entendu dire par d'autres aussi, c'est la musicalité de son mouvement. Naomi a un mouvement que je trouve extrêmement musical, extrêmement en premier degré par rapport au mouvement du son. Ça m'impressionnait beaucoup. Ouais. J'avais vu Naomi sur un spectacle autre, je crois, une production, enfin quelque chose une création à elle, quoi. Et même si je suis absolument pas spécialiste de danse contemporaine, évidemment, enfin évidemment, pourquoi pas, après tout, mais absolument pas spécialiste, j'avais été emballé par sa production, et je crois que d'ailleurs, c'est ça qui compte, quoi. Le reste, c'est des mots. Je ne connaissais pas Naomi et on a toujours un regard d'expertise sur ce qui nous entoure. Et ma première réaction a été assez... J'étais assez enthousiasmé par ce que j'ai vu, parce qu'il y avait de la nouveauté, parce qu'il y avait une très très belle technique. Et donc c'est ça, c'est une sorte d'élan qui s'est créé. Et rien qu'à travers cette première rencontre, je me suis dit que le projet pouvait avoir du sens. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé la danse classique. En même temps, pratiquement en même temps, donc j'ai eu le cours privé de anglais et la calligraphie et le cours de calcul avec Blier. Plus ou moins tous les parents sont dans la mode de compétition avec leurs enfants. Ça s'appelle l'éducation élite. Voilà. Quand une fois ça a lancé la compétition,
il faut qu'on continue la compétition, même dans mes sœurs et le frère, dans la famille, donc ça devient insupportable. J'avais pas de place pour même pas survivre, mais vivre dans la société japonaise, donc j'ai été un peu étouffée. Voilà. En 1993, donc j'ai quitté le Japon pour aller à Londres. Je suis allée à Londres pour aller apprendre la danse contemporaine que je ne connaissais pas au Japon. Et voilà, donc je suis allée à l'école qui s'appelle l'Urban Center. J'arrive à Londres, la première chose, c'était complètement bordélique dans tous les sens. Il y a des saletés partout, des ordres partout, des clochards partout, tout ça. Mais par contre, quelle liberté qu'il y avait. Et personne, personne ne demande pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'es pas pareil que les autres. Au bout de 3 ans des séjours de Londres, mon visa est expiré. En fait, à cette époque, j'ai été employée par une compagnie de danse basée à Nottingham. Ça, c'était bien parti. Mais par contre, la compagnie ne pouvait pas obtenir le visa pour moi. C'est-à-dire que the working visa. Évidemment, pour une japonaise qui travaille dans une compagnie de danse de la campagne, voilà, ça n'a pas tenu. Donc, je suis expulsée de Angleterre. Je me suis réfugiée à Paris. Je me rappelle des premiers récits de Naomi, quand je lui demandais, tu as croisé des artistes, Naomi qui me racontait que, par exemple, elle avait rencontré Henri Cartier-Bresson, qu'elle avait posé pour lui au début. C'était un vieux Henri Cartier-Bresson qui dessinait, et qu'en fait ça a duré pendant 4 ans. Elle était plus la demoiselle de compagnie, si on peut dire. Elle l'accompagnait quand il allait acheter des objets. Des objets archéologiques, elle prenait le thé avec lui, et elle accompagnait ce vieux monsieur en toute candeur. Elle me racontait par exemple aussi des trucs qui moi m'impressionnaient beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a, par Cartier-Bresson, je crois qu'elle a rencontré Jean Léris, et quand le peintre Balthus était mourant, il a convoqué son grand et vieil ami Jean Léris, en lui disant il faut que tu viennes me voir en Suisse, c'est la fin. Et Jean Léris est parti sur le champ, et Balthus lui avait demandé d'apporter une œuvre, et Jean Léris a eu envie de lui apporter une statue en bronze de Naomi. Et donc, moi ça m'impressionne beaucoup, parce que j'ai l'impression de toucher à l'histoire de l'art in vivo, avec des histoires comme ça quand même. C'est quand même pas n'importe qui, ces gens-là. C'est des gens qu'on a pu lire d'ailleurs, et qui ont pu nous influencer. Et en parlant de Balthus, et voilà, je me disais qu'une artiste extrêmement performante, enracinée, intelligente, consciente, qui aurait essayé de mettre en scène ce genre de rencontre, il ne serait jamais arrivé avec cette qualité-là. Alors, il y a sûrement quelque chose de positif dans le déracinement, c'est de permettre que les hasards soient plus fertiles. Je ne voulais pas tout de suite retourner au Japon, même si j'ai été expulsée par Angleterre. Voilà, ça m'a paru un échec total si je retourne tout de suite au Japon. À Paris, j'ai rencontré Carlotta Ikeda, que je connaissais plus ou moins son nom, et j'ai croisé plusieurs festivals, mais même avant. Voilà, donc je suis allée chez Ariadone en disant écoutez, je suis un peu perdue, et si vous avez besoin d'une danseuse qui connaissait un peu le buto, je suis là. Carlotta cherchait une danseuse pour remplacer la principale danseuse qui vient d'arrêter. J'ai commencé à travailler chez Ariadone pendant 7 ans, presque 8 ans. La dernière création que j'ai participé, c'est Toge. Et là où j'ai rencontré le groupe Spina.
parfaitement enraciné dans la région. Voilà. Ça, c'était une Fresia pour la compagnie Ariadone. Voilà. Non pas seulement qu'ils sont donc, que des garçons, contrairement, qu'on n'était que des filles. Ils sont incroyablement basés sur la valeur de fidélité dans la famille. Bruno, Laurent et Mathieu, Franck. Et ils sont plus ou moins profondément familleux. Voilà. Donc, qui continuent à travailler depuis 20 ans, 25 ans. Ça, c'était incroyable. Spina est un groupe de rock qui a commencé dans les années 80 avec Spina Bifida et qui a continué son histoire par des expériences un peu justement, à l'époque on disait multimédia, mais qui mettait en jeu l'image de synthèse par exemple, avec toujours un travail de filmage aussi autour. Enfin bon, on va essayer de pratiquer un peu de pouvoir avoir des différents médiums, enfin différents médias plutôt, disponibles pour raconter un peu la même histoire, pour exprimer les mêmes idées. A fait qu'on a rencontré Ariadone, Carlotta Ikeda et Ariadone à la fin des années 90 pour un projet qui s'appelait Togué, qui était un projet donc musique et danse, buto et rock. Un projet intéressant, passionnant pour nous. Nous, on travaillait avec des ordinateurs, on travaillait avec des ordinateurs pour l'image et pour la musique. Et il se trouve que quand Carlotta vient nous brancher à la basse sous-marine, on découvre la danse, on découvre une expression plus humaine, plus incarnée, et sortant justement des images de synthèse, sortant d'espèces d'usines à gaz technologiques qui avaient à mon avis leur sens dans l'époque. À un moment, on commençait à percevoir la stérilité et peut-être la perte de l'échelle humaine au niveau de ce que ça mettait en jeu, même au niveau de la diffusion de la musique. La découverte de la danse nous a fait du bien. Togué, c'est d'abord pour nous une très grosse expérience de déracinement, probablement, puisqu'on se retrouvait propulsé sur ce que les spécialistes appellent un plateau, on appelait ça une scène de rock, et c'est vrai qu'on ne se présente pas du tout sur un plateau de danse et sur une scène de rock de la même manière, quoi. Quand on est sur une scène de rock, qu'on monte sur scène, on se confronte à un public, on essaye de lui communiquer des émotions et de l'énergie. Et quand on rentre sur un plateau de danse, on inscrit son corps dans un espace. Et quand on confronte son mouvement et son corps à des danseurs, on se trouve très facilement lourdeau et grossier. Et ça, c'est une expérience douloureuse pour l'organisme, et même pour la détente. La crainte que j'ai eue quand Laurent et Naomi m'ont présenté Radix, c'est qu'ils exploitent un filon qui avait été ouvert par Carlotta Ikeda avec Togué, c'est-à-dire une proposition spectaculaire, vraiment spectaculaire, avec ses musiciens sur des promontoires qui avançaient, avec les danseuses devant, une proposition très forte. Et au fur et à mesure des discussions que l'on a eues avec eux, avec Eric Roux, avec Stéphane Loret, et qu'on a fouillé
leurs intentions, on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment envie d'aller ailleurs et de travailler la matière première finalement qui avait été proposée dans Togué, et que c'était une démarche beaucoup plus intimiste, beaucoup plus philosophique, j'ai envie de dire beaucoup plus politique. Pour moi, Togué, c'était plus ça, c'était plus rentrer en contact et de façon évidemment percutante. Alors que Radix, on est plus... on a un objet qui est beaucoup plus fin, plus délicat, et qui apporte une autre ambiance et qui parle autrement aux spectateurs. Que des acteurs différents se retrouvent à porter un projet commun dans lequel est en jeu la création contemporaine est particulièrement intéressant. L'idée de la racine et enracinement et renracinement, ça c'est directement poser la question sur mon identité. Identité par rapport à ma nationalité, ma culture, ma religion et ma position artistique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire une japonaise danseuse de buto qui travaille uniquement en Europe? Je suis complètement déracinée ou enracinée. Ça, c'est vraiment exactement la question sur qui est moi, où je suis et qu'est-ce que c'est la relation et le lien par rapport les autres. Laurent m'a proposé des phrases de la composition et moi j'ai proposé donc une base de mouvement, le sentiment général, et on a complètement cassé à un moment donné et reconstruit. On a filmé centaines de fois. On a joué ensemble, je sais pas, centaines de fois, peut-être plus. Donc c'était difficile, mais en même temps extrêmement intéressant quand même. C'est très nourrissant et on a vraiment le sentiment de créer quelque chose ensemble. Donc dans ce sens-là, la musique et la chorégraphie est complètement mariée. La graine, qui est le premier morceau que nous avons travaillé avec Naomi en fait, et qui évoque donc justement au tout premier degré cette graine portée par le vent qui va tomber, qui va tomber où elle pourra, qui va mourir ou germer, mais enfin voilà, ce rapport justement entre la pesanteur et la grâce, entre le rapport de pouvoir voler dans les airs et de ne pouvoir s'enraciner que quand on aura pu se décomposer par l'action de la pesanteur et de la décomposition, et ça c'est quand même tout à fait tributo finalement, je trouve, dans ce rapport dynamique en fait. Donc ouais, et la graine qui est quand même tout ce premier, le duo, donc guitare tout simple, guitare danse avec l'essence même de la danse de Naomi, peut-être bien quoi.
un geste fait comme ça c'est justement la graine qui se casse, ou c'est aussi l'analogie d'un sperme qui rencontre un ovule qui commence à croître. Voilà. Le début de Radix, donc le concept qui vient de l'inspiration par une image de Anselm Kiefer, le dernier bouquin que je connais, et qui s'appelle The Secret Life of Plants. Voilà, et ça c'est une plante déracinée, complètement desséchée, et qui flotte dans la galaxie et rend racine dans le Voie lactée et continue peut-être de grandir en buvant le lait de Voie lactée. Voilà. Naomi a un regard de japonaise sur les racines judéo-chrétiennes, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence entre l'Europe et le Japon, au niveau même des structures, au niveau des personnalités des individus. Naomi est passionnée par les racines judéo-chrétiennes, évidemment, de l'Europe. Il se trouve, ça tombait bien, parce que nous, ça nous intéressait aussi, et Kiefer questionne les racines judaïques par la Kabbale, par d'autres choses, les racines chrétiennes aussi, les racines de l'Ancien Régime français. Moi, les reines de France, la généalogie avec des tiges séchées. Kiefer fait des références à Robert Flood, à des gens comme ça, quoi. Les tournesols séchés, le plomb. On sait ce qu'on doit à notre environnement, à nos origines, à notre racine, à la construction de notre personnalité. On sait aussi comment il est difficile de s'en affranchir et comment il est indispensable de s'en affranchir dans un jeu de va-et-vient permanent. Et je crois que la façon dont Laurent et Naomi nous parlaient de ces questions-là nous émouvait, parce que il y avait une fragilité, y compris dans l'énonciation de ces thèmes-là par eux. Il y avait une incertitude sur ce qu'ils voulaient en faire, une difficulté au départ à définir comment ils allaient organiser, rendre visible cette pensée par un propos chorégraphique, le rendre audible par une partition musicale et l'installer dans une scénographie. Et c'est la sincérité de leur engagement, leur capacité à dire la fragilité du projet qui nous a aussi beaucoup séduits. Je crois que quand on arrive à ce niveau-là de relation avec des artistes, quand on arrive à cette sincérité de projet, on ne peut que suivre. Au tout début, j'avais une fascination pour le buto. Parce que moi, j'avais un vieux rêve, c'était d'apprendre un petit peu le buto aussi. Donc, quand il y a eu cette proposition, j'ai dit, tiens, voilà, il y a des choses finalement qui peuvent se mettre en jeu. Et oui, je connais le Japon parce que j'avais joué là-bas plusieurs fois et que j'étais parti en explorateur, et qu'il y a une tension qui me plaît là-bas, quoi. Il y a un excès qui m'effraie et qui me fascine à la fois. Quand j'avais 19 ans, par hasard, une amie m'a amenée au spectacle de Kazuo Ono, un grand danseur de buto. Et je ne savais rien sur la danse buto, ni Kazuo Ono, mais à la fin du spectacle, je pleurais beaucoup. Ça m'a touchée beaucoup. Mais je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et c'était une grande rencontre. C'est ce jour-ci qui m'a changé complètement et qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment un jour de ma vie. Ce qui est un peu semblé paradoxal, c'est que la danse dans son ensemble, la danse donc classique ou contemporaine, je ne la connaissais pas du tout. À vrai dire, moi je travaillais plutôt dans la psychiatrie. C'était intéressant le lien. Et donc j'ai changé totalement, j'ai arrêté mes études, j'ai totalement viré de bord pour me lancer à corps perdu comme dans le buto, moi aussi dans cette histoire, dans cette révolte du corps, de l'esprit, tout ce que ça peut représenter me correspondait totalement. C'est le morceau qu'on appelle le plan, oui, c'est vraiment
Maki fait un solo et moi quelque part je fais un solo parce que nous ne sommes plus que tous les deux. Et à part ce tournesol qui vient écraser Maki, qui l'a fait souffrir. Mais c'est un solo minimaliste, enfin, c'est bruitiste, je sais pas, c'est juste comment dire, l'évolution de la danse de Maki fait évoluer la batterie. Et bien sûr, il y a cette corrélation. Et il fallait juste être le plus lourd possible, et je pense que le moment, je dois y arriver. Le retournesol, ça c'est le Maki qui résiste. C'est-à-dire que Maki qui enfin qui décide une terre où elle va enraciner. Donc il faut mourir une fois pour repousser et elle descend sur la terre et attend le moment pour repousser vers le haut. Donc elle résiste, elle résiste, elle résiste jusqu'à ce qu'elle atteint la force de gravité qui permet d'attirer par haut par la grâce, par exemple. Donc ça c'est deux mouvements qui est très important dans cette chorégraphie, c'est-à-dire que la résistance pesantard et la grâce. La grâce incarnée par la retournesol, la tournesol, la fleur de tournesol qui pond donc, du ciel, qui attire donc la résistance pesantard de cette graine. Voilà. Si ma partie solo épanouissement, je lui remercie à Naomi de m'avoir donné cette partie solo et qui m'a fait découvrir de ouvrir comme une femme que je ne ferais pas moi-même. Et je pense qu'elle a bien vu au point où je suis et elle a fait la chorégraphie à partir de mon point, le point où j'étais, je pense, par rapport à cette pièce. C'est un peu le rêve féminin que je n'oserais pas faire si c'est moi qui crée toute seule. Ça m'a fait du bien de danser la fleur
la femme, la passion, la tristesse, de dire, de parler de l'épanouissement. J'aime beaucoup cette partie. Moi, j'ai beaucoup aimé le Carmina Burana. On l'a tellement entendu, tonitruant, avec des chœurs voilà, affirmés, avec des chœurs d'hommes, souvent des voix. Et là, ce côté repris par la fragilité de la chanteuse, danseuse, et cette légèreté. Voilà, on oscille tout le temps dans moi, le spectacle moi je dis c'est vraiment un voyage qui va d'abord entre vous tous, moi qui circule, entre les musiciens et les danseuses chanteuses, enfin on va dire les protagonistes, et en même temps avec le spectateur, puisqu'on en fait effectivement voilà, tous ces allers-retours, on projette, alors voilà, moi, je trouve que c'est une belle histoire, c'est quelque chose dans lequel on se plonge. On veut les respecter et le rythme général d'une plante qui pousse aussi. Ça correspond parfaitement, par exemple, au rythme de création qu'on a pris énormément. On a pris 3 ans. On travaillait pratiquement tous les jours dans le studio d'ailleurs. Musique et la danse, beaucoup de conversations entre les deux. Donc ça, c'était exactement le rythme contraire de la production générale. Si la danse contemporaine existe aujourd'hui, c'est bien parce que de multiples croisements se sont opérés. Donc on est à la défense de ça et en même temps on est à l'accélération de cette transversalité, entre parenthèses. Donc le rapport musique, il est évident. Et moi, je suis souvent beaucoup plus sensible à l'atmosphère musicale parce que j'ai mon histoire. Dans un premier temps qu'au mouvement. C'est souvent l'univers sonore qui me porte, qui m'aide à me concentrer sur le mouvement. On pourrait dire aussi une chose qu'on sent dans ce spectacle. Bon, je connais un peu l'histoire de Radix et puis pour l'avoir accompagné comme tous les autres partenaires, mais en même temps c'est bien, moi je trouve c'est bien, on le sent d'ailleurs, on le sent. Puis il me semble que ce type de propos que vous mettez sur le plateau peut pas être traité à la légère comme ça. C'est pas la commande, c'est pas la création qu'on peut faire une fois par an. On n'est pas dans le fait qu'il faille fournir, honorer, faire une création à tout prix. On sent bien que c'est venu d'une nécessité, que ça a maturé, et ça continue, qu'il y a une évolution, et puis que de toute façon, à la limite, elle n'est pas finie, cette histoire. Hein. Elle continue dans la vie. Ce qui me fascinait dans le buto, c'était le rapport qu'il avait au temps. Dans ma démarche, à un moment, tu te poses la question de pourquoi tu fais ce travail-là et quelle est l'importance que tu veux lui donner. Et moi, la priorité, de plus en plus maintenant, ce qui m'importe, c'est comment mon corps prend du temps dans notre société qui s'accélère. Donc jusqu'ici, le buto me paraissait super en adéquation avec ça parce qu'il est en réaction de toute façon à un fait donc, généré par l'homme et c'est une réaction sociale, une revendication, une résistance. Et l'acte de résistance me passionne. Donc le buto, c'était ce rapport-là, la résistance et à comment il réinvestit le champ, quoi. Et le temps et la dilatation du temps, et voilà, tout ça, ça me fascine. じゃあ私が行くとしまうわ。12時半とか1時ぐらい。
J'en ai marre de cette société qui va très vite, de cette société informatisée, de cette société numérisée, où on perd l'origine de tout. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à retrouver un autre temps, à retrouver une autre façon d'investir notre relation aux autres, retrouver peut-être même le plaisir tout simplement de l'écriture, de l'acte qui consiste à écrire à l'autre et pas simplement lui envoyer un mail, un courrier électronique. Alors ça peut sembler ringard, comme on peut penser que les gens qui se posent des questions sur l'enracinement sont pétainistes parce qu'ils sont ancrés au terroir. Je crois qu'on a perdu le plaisir d'attendre une information, on a perdu le plaisir d'envoyer une information en se disant qu'elle va arriver demain, tout est immédiat. Moi, je passe mes journées à répondre immédiatement à des sollicitations électroniques. Il y a un jeu comme ça permanent, on ne prend plus de distance pour rien. Et finalement, la seule distance que j'arrive à recréer avec mon environnement, c'est celle qui consiste pour moi à marcher. Peut-être qu'il y a là aussi la volonté de retrouver une forme de spiritualité. Enfin, la marche est indissociable de la spiritualité. Mais redonnons du temps au temps, retrouvons un rythme plus compatible avec les exigences du vivre ensemble, tout simplement. Pour travailler la cohérence et l'harmonie ou la fertilité des émotions, je crois qu'il faut du temps. Et bon, il se trouve qu'avec Naomi, c'était possible. On avait du temps pour laisser pousser justement par rapport au temps végétal. C'est ce qui fait l'obsession finalement autour de Radix, on y reviendra. On avait du temps et moi j'ai pu donc travailler la musique par rapport à l'émotion que me procurait la danse. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que je ne suis pas un spécialiste technique de la danse et la danse m'envoie plus une émotion qu'un truc que je comprends au premier degré. Et alors donc encore une fois on ne peut pas travailler vite, il n'y a pas des équations très écrites justement, mais cette émotion quand elle commence à être digérée, justement dans le mystère de toutes nos histoires, ça peut générer de la musique, et voilà. La danse donne une quantité de mystère dans lequel on trouve un nouvel espace finalement. Parce que c'est vrai que je pense que c'est assez difficile en ce moment de trouver dans la simple musique un espace suffisamment vierge et suffisamment mystérieux, j'y reviens encore une fois, pour pouvoir construire des choses qui puissent étonner celui qui les construit. Puisque si on n'est pas étonné par ce qu'on fait, je pense qu'il y a moins de plaisir et il y a moins d'aventure en tout cas. Voilà, c'est une histoire d'aventure pour cette histoire-là. Tous les deux japonaises, donc on a pris le temps aussi de se connaître, pas forcément dans la relation de chorégraphe et une interprète. Donc on a discuté, on a vécu ensemble, on a mangé ensemble pendant plusieurs périodes de la création et finalement on se rapprochait et
Non pas seulement que Maki qui imite mon mouvement, moi imite le mouvement de Maki. Non, on a respecté et qu'il y a quelque chose au milieu. Ça s'appelle ma en japonais. Donc on a regardé en même temps le troisième terme tous les deux et on a essayé de vraiment créer, à rapprocher la qualité du mouvement et la discussion dans le mouvement et voilà, comme ça que chaque tableau s'en construit. De solidité, il faut qu'il s'enracine en proportion. S'il veut alimenter les feuilles qui sont au sommet, enfin ces feuilles, c'est-à-dire sa vie la plus fraîche, la plus novatrice, la plus fertile, la vie qui nous donne à nous de l'oxygène, il faut qu'il aille chercher des sels minéraux et de l'eau de plus en plus profond. Plus les feuilles sont hautes, plus il faudra qu'il aille chercher plus de sels minéraux et de flotte. Je pense que la croissance n'est pas synonyme de mieux vivre. J'en suis persuadé aujourd'hui. Et je crois que dans les métiers que l'on fait, nous, dans la culture, dans cette communauté finalement qui nous unit, artistes, opérateurs culturels, j'aime pas le mot, mais c'est comme ça qu'on est qualifié, on a posé des règles qui sont un peu différentes, quoi. Et qu'on essaie au quotidien de travailler différemment, de coopérer autrement, d'inventer d'autres modèles. On parle d'économie créative aujourd'hui, on parle d'économie solidaire, on est en train de chercher ailleurs, autrement, une façon de se construire ailleurs que dans une relation finalement pécuniaire où d'un côté il y aurait des artistes qui nous sollicitent financièrement pour construire des projets. Nous serions des banquiers et vous des clients. On n'est surtout pas là. Et le système nous a un peu enfermés dans cette relation particulièrement étroite. Je me suis dit, en fait, tout le monde dans cette société danse le moonwalk. Et c'était ça, quoi. Donc ça m'a impressionné. Et ce qui m'a intéressé justement dans cette question-là, c'est on regarde le chanteur Michael Jackson. Le chanteur n'est pas forcément prophétique, alors que le danseur est prophétique, oui. Parce que c'est vrai que chorégraphiquement, ça synthétise le sentiment qu'on a tous d'agitation un peu stérile, très simulée. Je crois qu'on partage tous ce sentiment de simulation dans l'action. Ce qui veut peut-être dire que la croissance est justement finie, mais qu'on est tellement réglé par des habitudes et des conditionnements de compétition de croissance, que ça serait juste un jeu psychologique. Et je trouvais que le moonwalk, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le sentiment qu'on a en ce moment. Ça m'a paru important de quand même insister et comparer, d'utiliser l'analogie de croissance végétale et croissance économique. Voilà, parce que c'est quand même le dérapage de croissance économique qui amène donc la tristesse de la statue de la liberté. La
deux statues de la liberté, c'est important parce que l'incarnation de la liberté et le libéralisme, c'est déjà une espèce d'écartement et d'étirement de deux sens complètement différents. Peut-être aussi une réflexion sur l'Amérique, sur la dégradation de la liberté en libéralisme, très probablement, sur le poids dépressif que nous font porter ces faux rêves américains ou ces fausses excitations de liberté, voilà, que le Japon porte peut-être avec une douleur plus forte que nous encore, au niveau de la fatigue et de la tristesse pure, avec donc ce blues en archétype. J'ai aussitôt, moi, vu cette image de planter cet arbre ailleurs, dans un lieu non conventionnel, qui serait certainement difficile à peut-être convenir au projet artistique, mais pourquoi pas, en fait, vous inviter à relever un défi, partir dans un exil, couper un petit peu vos racines, pour trouver un autre espace. Et cette mise en danger dans laquelle je vous ai entraîné, en fait, a été pour moi, je crois, et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais une prise de risque qui vous a donné un nouvel élan, mais vous a aussi donné une force dans votre enracinement. Cette notion de temps suspendu, on le sent bien. Quand on a ce spectacle, on ne s'accroche à rien. On ne peut pas s'accrocher à des références qui nous donnent la notion de l'espace et du temps. C'est un autre espace. Je dis, c'est le voyage intérieur et il est abstrait en même temps. Il y a une sorte de fuite en avant permanente avec ce souci d'anticiper, de prévoir, d'organiser, de structurer. Alors bien sûr que c'est nécessaire dans le système dans lequel nous sommes, mais acceptons de faire bouger ce système pour retrouver une autre temporalité, accepter de se poser un petit peu, de sortir de cette surenchère permanente du développement à tout va. Il faut créer, produire, diffuser sans arrêt, sans arrêt. Le dernier tableau du spectacle, Vovuka, qui est un peu une synthèse de toutes les émotions et de toutes les techniques de Radix, où les filles chantent et dansent. C'est le nom d'un chaman Sioux qui, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, a trouvé le prétexte d'inventer une danse qu'il appelait la danse des fantômes, la Ghost Dance, pour tromper les autorités américaines qui interdisaient aux Indiens d'avoir des réunions politiques. Vovuka, donc, c'est la danse de l'ancêtre pour moi. Donc l'âme ancestrale de notre expression. Ça, c'est un archétype ancestral. Je voulais exprimer donc que les deux danseuses sont à la fois les fantômes, qui dit alors attention, rappelez-vous des choses essentielles que vous avez complètement oubliées, mais rappelez-vous, si vous voulez continuer à avancer vers la future. Ça, c'est un peu donc la prédication de l'âme indien à l'Amérique, dans mon imagination. Voilà.
Ce que je conserve en moi de cette collaboration, c'est les heures de discussion quand même, parce que c'était hyper enrichissant dans le travail, surtout à l'extérieur du travail, de parler de quelque chose de commun, de sentir que tout le monde est impliqué dans le travail, mais aussi au niveau de sa propre identité. Quand on parle des mêmes choses et c'est pas simplement faire un produit, voilà, on va tout faire pour que ce produit soit bien fait, bien cadré, voilà, on est content de ce produit-là. Je pense que ça a débordé et ce débordement-là m'intéresse parce que il y a en chacun de nous le fait de rendre un travail cohérent, intelligible, mais il y a le souhait que ça nous déborde et que cet investissement, eh ben, il nourrisse les gens avec qui on travaille. Et je crois que ça a été le cas entre nous, quoi. Il y a un miracle et un mystère de l'unité dans la composition ou dans l'assemblage des choses qui ne peut se faire qu'avec le temps et qui ne se fait pas avec cette fausse énergie d'agitation qu'on connaît tous en ce moment. Et d'ailleurs, à ce propos-là, Carlotta avait peut-être une solution quand elle voulait obtenir le pas bouger des interprètes. Elle disait pas bleib, elle disait il faut rester immobilier. Donc ça, c'est peut-être une solution buto à cette histoire.